Donnez-moi le nounours, s'il vous plaît. Bonjour, je me présente Monsieur Or, et aujourd'hui nous allons discuter de western spaghetti, et d'un film en particulier, Django de Sergio Corbucci, un autre Sergio célèbre du western italien, avec Sergio Leone et Sergio Sollima, qui étaient appelés à l'époque les trois Sergio. Déjà, pourquoi western spaghetti ? Qu'est-ce que le western italien a-t-il de si différent que le western classique américain ? Déjà, les héros des films diffèrent. Dans les films américains, le héros est bien défini. Et surtout, il est vertueux et le méchant est bien méchant. Tout ça, quoi, c'est manichéen. Alors que dans le western spaghetti, le héros est souvent individualiste, voire plus crapule que les antagonistes de l'histoire. Et surtout, on est loin de la propreté de leurs homologues américains. Ici, le rasoir en connaît pas. Et le bain non plus d'ailleurs. Et la violence est plus appuyée aussi. Bref, on est loin de l'idéalisme de la plupart des westerns américains. D'ailleurs, on peut noter que par la suite, le western américain s'est beaucoup inspiré du western spaghetti. Pour revenir d'ailleurs à cette violence spécifique au western italien, je tiens à préciser que les Français étaient en avance sur leurs voisins transalpins. Car Robert Hossein avait réalisé le film Le goût de la violence dès 1961, déjà avec des prémices des codes italiens tels qu'on l'entend aujourd'hui. Car le western européen, qui existe depuis le début du XXe siècle, mais était souvent calqué sur le modèle américain, sans réelle personnalité. Le western spaghetti commencera réellement à trouver ses marques avec le film Pour une poignée de dollars de Sergio Leone, sorti en 1964, qui fit de Clint Eastwood une star. Sergio Corbucci, lui, de son côté, réalise la même année le film Le Justicier du Minnesota, qui est loin d'être son meilleur film, avouons-le. Mais ce sera lui qui, 2 ans plus tard, en 1966, donnera au western spaghetti le film qui sera l'archétype même du genre, c'est-à-dire Django. Le film commence avec le héros du film qui marche en traînant un cercueil péniblement derrière lui, donnant au personnage d'entrée de jeu un aspect iconique et fantomatique, et surtout énigmatique. Bah ouais, mais pourquoi il traîne un cercueil, ce con ? T'inquiète pas, on va y venir. Dès les premières minutes du film, on apprend qu'il est un ancien soldat nordiste. Ce qui est important, c'est que vous allez tous mourir. Et n'a aucun remords à faire parler la poudre. Le personnage est interprété par Franco Nero, qui s'est illustré principalement dans le genre. Ensuite, l'histoire s'installe peu à peu, et on pourrait penser de prime abord qu'elle est identique à celle de Pour une poignée de dollars, avec cet inconnu qui s'incruste dans un affrontement entre 2 bandes rivales dans une petite ville de l'Ouest, totalement sale et boueuse. D'un côté, des sudistes racistes membres d'une sorte de Ku Klux Klan local, et de l'autre, des Mexicains révolutionnaires. Et aucun n'a grâce aux yeux du réalisateur, les 2 clans étant tous 2 décrits comme des monstres sanguinaires. Leur brutalité est d'ailleurs filmée sans pudeur, comme cette scène de découpe d'oreilles que Messire Tarantino doit bien connaître. Et le cercueil, il contient quoi alors ? Attends un peu, je vais y venir, oh. Ce qui saute aux yeux dans ce film, c'est la violence débridée, entre effusion de sang et sadisme. Rien n'est vraiment épargné au spectateur, et cela deviendra une des caractéristiques du western spaghetti par la suite. Il faut savoir que le film a été quasiment improvisé en plein tournage, le scénario ayant été écrit au jour le jour par le frère du réalisateur, Bruno Corbucci, mais cela ne gêne en rien le film et son intrigue. Et le scénario arrive largement par la suite à se démarquer de Pour une poignée de dollars. Seule la situation peut sembler identique, mais l'histoire de Django prend un chemin autre. Ici, aucun personnage ne semble sympathique, que ce soit les blancs racistes, les révolutionnaires cruels, mais aussi les prostituées du saloon. Et même son héros, qui est en fait un menteur, voleur seulement appâté par le gain, et n'hésite pas à trahir si cela peut lui être bénéfique. Bref, c'est pas le bon pote en fait. Sergio Corbucci essaye de nous faire comprendre que l'enfer, c'est cette petite ville de l'Ouest. Et il y arrive parfaitement. Le film est d'un total nihilisme, et c'est là toute sa réussite. Oui, mais ça nous dit toujours pas ce que contient ce fameux cercueil, tout ça. Mais oh, je t'ai dit qu'on allait y venir. Donc ce film est bon pour plein de raisons. Un Franco Nero charismatique en diable, des décors frôlant avec le baroque et le fantastique, et une mise en scène efficace, et une mise en image travaillée surtout sur les couleurs. Et alors que Sergio Leone aime travailler ses images en techniscope, un format proche du cinémascope, Corbucci préfère filmer dans un format plus resserré, qui offre tout le cadre sur le personnage. Il ne veut pas filmer de grands décors, des regards, mais simplement capter l'horreur des personnages et de l'action. Pour l'anecdote, sachez que si les personnages là sont masqués, c'est parce qu'en fait le réalisateur trouvait les figurants trop moches pour les faire apparaître à visage découvert. N'ayant pu engager les figurants habituels faute de moyens, il s'est reporté sur des habitants des faubourgs de Rome. Mais cela rajoute un aspect plutôt bien trouvé qui souligne la parenté des idées racistes de ce clan.
Oui, mais ça nous dit toujours pas ce que contient le cercueil. Eh oh, j'ai dit qu'on allait y venir, t'es chiant toi. Allez, bois un coup, ça va te détendre. Alors que dire de plus sur ce film, si ce n'est le western spaghetti par excellence, celui qui a vraiment imposé des codes qui seront par la suite souvent copiés, mais jamais égalés. Le nom de Django étant devenu par la suite un argument commercial suite au succès du film, donnant naissance à tout un tas de films ayant le nom de Django dans son titre. Comme Django prépare ton cercueil avec Terence Hill, avec Django la mort est là, Django et Sartana, Django porte sa croix de Enzo G. Castellari, bonne retranscription de Hamlet au Far West. Il y a aussi Django tire le premier, le retour de Django, quelques dollars pour Django, Django à la plage, Django fait du ski, Django et les gendarmettes et j'en passe. Sachez qu'en 1987, Django a eu le droit à une suite officielle, Django 2, encore avec Franco Nero, mais sans Corbucci derrière la caméra cette fois, et croyez-moi, cela s'en ressent, le film étant particulièrement médiocre et mou. 2 ans plus tard, en 1968, Corbucci réalisera un autre chef-d'œuvre que je ne peux que vous conseiller, c'est-à-dire Le Grand Silence avec Jean-Louis Trintignant, peut-être même supérieur à ce Django, mais encore plus pessimiste et tragique. Puis par la suite, le genre western spaghetti partira dans ses travers, abusant de ses codes et partant parfois dans des bouffonneries censées être drôles lancées par la série des Trinitas. Et le genre finira par s'éteindre en donnant quelques chefs-d'œuvre vers la fin de sa vie, comme Keoma de Enzo G. Castellari avec encore une fois Franco Nero. Pour revenir à Django, vous avez remarqué que je n'ai pas dit ce que contenait le cercueil qu'il traînait depuis le début du film. Eh bien, si vous voulez le savoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Regardez le film. Oh putain, l'arnaque. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui, c'est pas qu'il se fait tard, mais je me fais chier, alors je vous souhaite une bonne journée.